Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Pascal Trouveau. Vous êtes aujourd'hui l'invité de Latran parce que vous êtes l'auteur de cet ouvrage passionnant, El Niño. El Niño, l'histoire et géopolitique d'une bombe climatique, parce que vous êtes non seulement docteur en études stratégiques, mais spécialisé dans les problématiques de géopolitique, du réchauffement climatique et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous êtes dans le cœur de l'actualité. Et ce que Latran a trouvé particulièrement intéressant, c'est que, en partant du phénomène d'El Niño que vous allez nous expliquer, vous nous avez démontré que El Niño est un moteur essentiel, non seulement du changement climatique, mais de ses conséquences géopolitiques dans un environnement international sous tension. Alors je dirais, première question, El Niño, c'est quoi El Niño? Alors El Niño, et c'est mon co-auteur Laurent Testo qui l'explique le mieux dans la première partie du livre, c'est un phénomène cyclique et c'est le surgissement d'une sorte de flaque, de gigantesque flaque d'eau chaude qui recouvre une partie du Pacifique Sud tous les 2 à 7 ans à peu près. Et cette flaque d'eau chaude qui apparaît au large du Pérou avant de se répandre dans le Pacifique, elle a été identifiée en particulier lors d'un Noël, et c'est pour ça que les Péruviens l'ont surnommé El Niño, le petit enfant. Oui, parce qu'on associe vraiment El Niño à l'Amérique latine. Oui, mais alors c'est un effet d'optique. El Niño est vraiment important parce qu'effectivement, il a un impact direct et rapide sur le climat de l'Amérique latine, mais surtout, son ampleur est telle qu'il a un effet de forçage thermique sur l'ensemble de l'atmosphère. Et pendant 1, 2, 3 ans, en fonction de l'ampleur du phénomène, eh bien, l'atmosphère est réchauffée de 0,1 à 0,3 degrés. Ça n'a pas l'air énorme dit comme ça. En fait, ça a des effets gigantesques. C'est-à-dire, c'est quoi les effets? Eh bien, les effets, tout au long de l'histoire, ça peut avoir des effets perturbateurs extrêmement forts sur le cycle des précipitations et ainsi sur les systèmes agricoles. Ça peut déclencher des famines, ça peut déclencher d'immenses inondations et sur des sociétés qui peuvent être déjà vulnérabilisées pour d'autres raisons, ça a des effets qui peuvent être catastrophiques. Donc ça, on le voit en Amérique latine. Ça, on le voit bien en Amérique latine, on le voit en fait dans le reste du monde, mais surtout aujourd'hui, l'enjeu, c'est que El Niño se combine au changement climatique. Et le changement climatique est en cours d'emballement, et là-dessus, El Niño renforce encore cet emballement. Ce qui fait que le El Niño 2023, qui a duré en gros 1 an, eh bien, il nous a fait franchir ce que les climatologues appellent un seuil climatique, c'est-à-dire qu'il nous a emmenés, nous étant l'humanité et la planète, au-delà de la limite de plus 1,5 degré. Et c'est une excursion à laquelle nous nous sommes livrés pendant 1 à 2 ans, une excursion au-delà de cette limite qui est vraiment la limite du danger. Jean-Michel Valentin, 1,5 degré supplémentaire, c'est quoi concrètement? Alors concrètement, en fait, le changement climatique est déclenché par les émissions de gaz à effet de serre depuis le 19e siècle, c'est-à-dire la révolution industrielle. Entre le 19e siècle et 2023, le climat mondial a augmenté en moyenne de plus 1,19 degré. Donc ça a pris grosso modo 150 ans. Avec El Niño 2023, en 1 an et demi, on est passé de plus 1,2 à plus 1,5 et même au-delà. C'est énorme. Et plus 1,5, c'est un seuil défini par les climatologues qui nous disent au-delà de 1,5 degré, on entre dans la zone globale de danger. Donc c'est quoi le danger, mais concrètement? Le danger concrètement, c'est d'avoir un climat auquel les sociétés contemporaines ne sont pas adaptées.
Le climat, c'est quoi? Le climat, c'est le comportement de l'atmosphère. Et l'atmosphère est en interaction avec tout, absolument tout, et en particulier avec les systèmes agricoles. Donc, une perturbation du climat, c'est une perturbation des fonctionnements les plus fondamentaux, j'ai envie de dire, les plus existentiels de nos sociétés. C'est pourquoi, dans votre ouvrage, El Niño, vous faites un lien justement entre ce phénomène et les guerres, les conflits que nous vivons depuis, pour le coup, 3 ans. Je fais référence notamment à l'Ukraine. Et pour vous, tout est lié. Alors, tout est lié. Alors, pas par des liens de causalité, mais par des liens de fait. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, comme vous l'évoquez très justement, elle a des effets agricoles. Elle a des effets agricoles globaux dans la mesure où l'Ukraine plus la Russie représentent 30% des exportations de céréales sur le marché mondial des céréales. Or, avec la guerre, l'Ukraine a du mal à exporter du fait de la destruction de ses infrastructures. Et pendant presque 1 an, la Russie a eu du mal à exporter du fait des sanctions. Or, tout ça a eu lieu au moment où se déchaînait le El Niño 2023, qui, en perturbant un certain nombre de grandes zones de production agricole, a ajouté du dérèglement climatique au dérèglement géopolitique. Et on remarque que c'est d'ailleurs autour de cette période que les prix de l'alimentation ont augmenté au niveau global. Et si ce sont des perturbations qui peuvent être relativement absorbées par des sociétés, on va dire, riches, et encore parce que ça déclenche de nombreuses tensions sociales au sein des sociétés riches parce qu'il y a de grandes inégalités, au niveau global, ça déclenche d'énormes tensions. Ça déclenche des tensions au Pérou, ça déclenche des tensions en Égypte, ça déclenche des émeutes urbaines de partout. Et en fait, les prix de l'alimentation, j'ai envie de dire, c'est les prix de la légitimité des gouvernements. Et en fait, ce que l'on voit avec, par exemple, ces tensions autour de la frontière sud des États-Unis, eh bien, ces tensions, elles sont vraiment, elles manifestent vraiment cette combinaison des tensions sociales, géopolitiques, stratégiques et climatiques, et cette dynamique qui mêle ces enjeux, ces dynamiques géophysiques et géopolitiques, on les retrouve en Méditerranée, on les retrouve en Afrique, on les retrouve en Asie. C'est la même logique dans des espaces différents. En mars 2025, l'Organisation météorologique mondiale a publié un rapport concluant que l'Amérique latine, en 2024, après justement cette crise née du phénomène El Niño, avait subi des conditions météorologiques extrêmes. Comment, vous qui êtes un spécialiste de la problématique du réchauffement climatique, pensez-vous que ce continent, le continent américain et particulièrement latino-américain, dans les problématiques économiques, sociales que vous avez soulignées, peut faire face à cette situation? En fait, j'ai envie de dire que là, vous posez la question stratégique. C'est-à-dire comment l'Amérique latine, puisque c'est notre champ d'étude aujourd'hui, va-t-elle pouvoir s'adapter au changement climatique? Et cette question de l'adaptation, moi, j'ai l'impression qu'elle est souvent mal posée ou mal comprise. Parce que, en réalité, le changement climatique n'est pas une crise. Je m'explique. Une crise, c'est le passage d'un état X à un état Y. Le changement climatique, c'est le passage d'un certain état de climat à un état de changement permanent. Donc, comment un continent aussi divers, aussi complexe, pris dans des intérêts aussi contradictoires que l'Amérique latine, va parvenir à s'adapter à ces changements? La question, elle est d'autant plus importante que un certain nombre de grands pays latino-américains, comme le Brésil, comme le Pérou et d'autres, en plus, sont en train de littéralement se brancher sur les problématiques chinoises. Par exemple, le Brésil est devenu le premier exportateur de produits agricoles en Chine. Donc les perturbations induites par le changement climatique sur le Brésil, elles ont des effets sur l'alimentation chinoise.
la Chine a investi dans ce mégaport de Shanghai au Pérou, introduisant une nouvelle route des Incas, Oui. Une nouvelle route commerciale vers l'Asie. Absolument. Et en fait, c'est là qu'on est dans un épisode qui va être compliqué à résoudre. C'est que ce que vous décrivez, c'est une adaptation de l'Amérique latine aux besoins chinois. Mais en même temps, le changement climatique est là et il ne va faire que se renforcer. Donc, la question, c'est comment s'adapter aux effets du changement climatique, c'est-à-dire des effets très désorganisants sur des sociétés qui elles-mêmes sont dans un état compliqué. Et en fait, la question, c'est que désormais, je suis personnellement convaincu qu'il va vraiment falloir que les gouvernements partout, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, s'acculturent à cet enjeu et apprennent à prendre en compte et les changements politiques et leurs interactions avec le changement climatique. C'est vraiment un changement au niveau de la gouvernance et de la pensée de la gouvernance qui nous attend. En Amérique latine, actuellement, les sujets de préoccupation sont les thématiques liées à l'immigration, mais également les problématiques de sécurité, notamment le développement de certains trafics, et parmi lesquels le trafic de drogue, notamment de cocaïne. Est-ce que vous établissez un lien entre les conséquences du phénomène d'El Niño, vous dites, sur évidemment le commerce, l'économie, donc la gouvernance, et ce développement de trafic, en l'occurrence de drogue, dont l'épicentre aujourd'hui, la cocaïne, et l'Amérique latine, avant de se répartir dans le monde? Alors, il y a des intrications qui sont très fortes, dans la mesure où, comme on l'évoquait, le changement climatique, et le changement climatique, quand il est turbochargé par El Niño, a des effets sur les précipitations, donc les systèmes agricoles, donc la production de cocaïne. Et en fait, je pense qu'il serait très intéressant de regarder la montée de la violence entre réseaux narcotrafiquants et l'état de la météo pendant ces 2 à 3 dernières années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous l'évoquiez, les migrations entre les pays d'Amérique latine et les pays d'Amérique latine et les États-Unis n'ont fait qu'augmenter. Or, ce sont les mêmes réseaux qui s'occupent de narcotrafic qui se sont mis aussi au trafic d'êtres humains, puisque les gens ne migrent pas comme ça, hein, tout ça est très concret. Et en fait, le trafic d'êtres humains suit les mêmes routes terrestres que le narcotrafic, et ce sont les mêmes organisations qui se sont terriblement enrichies en associant le narcotrafic et le trafic d'êtres humains, ce qui en fait aujourd'hui des entités absolument redoutables, au point que ces derniers mois, la nouvelle administration Trump et le gouvernement mexicain se sont lourdement associés pour pouvoir, avec l'aide non seulement de la police, mais aussi de l'armée, commencer à contrer ces organisations qui sont devenues aussi riches que puissantes en dédoublant leurs revenus par le trafic d'êtres humains qui lui-même est très lié, comme on l'évoquait, à l'évolution du changement climatique qui tape littéralement les inégalités sociales des pays latino-américains. En juin 2025 s'est tenue en France, à Nice, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Quel bilan tirez-vous de cette conférence dans cet environnement que vous avez décrit, qui est un environnement sombre, pratiquement obscur, et qui pour autant répond à la réalité contemporaine? Pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, cette conférence, ou d'autres, comme les conférences sur le climat ou sur la biodiversité, j'ai envie de dire, ce sont les bougies dans la nuit. Puisque on peut toujours critiquer, c'est facile de critiquer ces grandes instances, mais en soi, dans l'environnement international actuel, elles sont quasiment miraculeuses, parce qu'elles permettent aux gens de se parler. Mais pour autant, elles sont, les mesures adoptées, non contraignantes. Les mesures sont non contraignantes, mais j'ai envie de dire, c'est tout le processus de dialogue qu'il y a autour de ces mesures qui est fondamental.
parce que, en fait, ces conférences, elles permettent à tous les acteurs concernés par l'océan, que ce soit les chercheurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit d'autres pollueurs, que ce soit les scientifiques, les États, les ONG, tout le monde est là, tout le monde peut se parler. Ce sont des instances de dialogue. Et en fait, c'est ce dialogue qu'il faut continuer d'encourager parce que, qu'on le veuille ou non, c'est par le dialogue qu'on parviendra à sortir de la catastrophe. Le plastique, la problématique des fonds marins et la dimension minière, pour le coup, des fonds marins, la création d'aires protégées, tout ça peut contribuer à améliorer, on va dire, la situation liée à la problématique climatique. En fait, toutes ces problématiques que l'on évoque, par exemple la pollution du plastique. La pollution du plastique, elle renvoie à X problématiques, que ce soit la production du plastique, ses usages, qui utilise du plastique, pourquoi, quelles inégalités dans les usages du plastique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filière de recyclage, etc. Donc, d'une part, il y a ce drame de la pollution du plastique, mais de l'autre, enfin, il y a un dialogue international sur ce sujet. Or, le dialogue international, c'est la base, c'est la brique fondamentale sur laquelle on pourra construire. S'il n'y avait pas cette brique, je ne vois pas comment on peut construire des réponses à ce problème derrière. Donc cette conférence participe d'une prise de conscience globale. Peut-on dire que dans cet environnement de tension, de conflits, de problématiques liées à la crise alimentaire, à la démographie, notamment à l'accès à la technologie, à la fracture peut-être numérique avec certains pays, peut-on dire que finalement El Niño est le révélateur d'une bascule du monde? Absolument. El Niño, notamment en poussant les choses à l'extrême pour une période donnée, nous fait vivre dans le monde qui sera le monde banal de dans quelques années. Et ce sera quoi le monde banal? Et le monde banal de dans quelques années, pour moi, il y a deux grands scénarios possibles. Il y a un scénario de repli sur soi et de guerre de tous contre tous. Ça, c'est le pire. Et il y a un autre scénario possible que j'appelle le scénario de la coopération sous tension. C'est-à-dire que tout ce qu'on évoque, les inégalités, les tensions géopolitiques, elles ne vont pas disparaître par magie, etc. En revanche, le risque planétaire induit par l'emballement climatique peut aussi nous amener collectivement à coopérer pour trouver des solutions communes malgré nos dissensions et nos tensions. Mais aujourd'hui, nous sommes plus tout de même dans un rapport de force, usage de la force, plutôt que dans l'idée d'une coopération Oui. que l'on pourrait résumer sur le plan international par une confrontation entre un Occident global et un Sud global. Oui, et même un Occident global très fracturé, un Sud global qui est loin d'être homogène. Donc là aussi, effectivement, il y a une possibilité, effectivement, d'aller vers des fractures généralisées et des affrontements généralisés sur une planète en plein dérèglement climatique. Ça, je me répète, c'est le pire des scénarios. Maintenant, si je prends l'exemple de la guerre froide et de la dissuasion nucléaire, il faut se rappeler, nous on se rappelle moins bien que d'autres, mais durant les 40 années de la guerre froide, les États comme les sociétés avaient parfaitement à l'esprit qu'une guerre nucléaire serait une catastrophe terminale. Et cette sensation collective de catastrophe terminale a été un frein absolument majeur qui a permis de faire en sorte que, jusqu'à présent, on n'a pas connu de guerre nucléaire. Moi, je pense que le risque climatique va avoir un effet assez analogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'expérience collective de l'emballement climatique va nous amener à coopérer, même si on n'en a pas du tout envie. Jean-Michel Valentin, merci pour cet éclairage absolument indispensable. Je vous invite tous à lire cet ouvrage sur El Niño, coécrit avec Laurent Testo. Merci d'avoir répondu aux questions de Latfranc
et de vous lire très prochainement. Mais c'est moi qui vous remercie, Pascal, très vivement. Merci.